et pour les victimes et pour les témoins. J'avais une petite question là-dessus pour prolonger les propos que vous venez de nous dire. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu, mais par le détail, des situations, l'impunité ou la protection en fait qu'il peut y avoir dans un milieu, parce que vous dites c'est la stratégie de l'agresseur. Dans cette stratégie, il y a le fait de s'assurer une forme d'impunité. Du coup, concrètement, dans les témoignages que vous avez eus autour du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle d'une manière générale, quelles sont les stratégies employées, mais vraiment par le détail des situations, et les autres personnes auditionnées, si vous avez aussi des exemples à nous citer, je pense que ce serait intéressant. Je vous en prie. Oui, je peux. Oui. J'allais juste nommer le fait que, par exemple, recruter des alliés, c'est quelque chose qui est déjà fait. Et on sait que l'agresseur, pour assurer son impunité, sa priorité, c'est de pouvoir recruter des alliés et avoir un entourage fort qui sera soumis à sa cause. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est très fort. Nous, on accompagne les victimes dans les procès, quel que soit, et on voit bien que du côté des victimes, les bancs sont vides, et du côté des agresseurs, ils ont fait ce travail en amont de recruter des alliés. Et ça, c'est un travail qu'on retrouve dans toutes les stratégies d'agresseurs. Ils ne sont jamais seuls, c'est la victime qui est isolée. C'est pour ça que dans les accompagnements au procès que l'on fait, solidaires et bienveillants, on est là simplement pour remplir les bancs, être à la machine à café, et qu'elles puissent être épaulées dans ce parcours compliqué. On le retrouve aussi dans le milieu de la culture. Pour rebondir sur ce qu'elle disait, je peux revenir juste un peu en arrière sur les spécificités que moi je trouve dans le monde du spectacle et qui permettent malheureusement d'avoir des violences harcèlement sexiste et sexuel. Pour moi, je le regrouperais en 5 mots-clés. La précarité, dont on a déjà parlé, avec la menace d'être remplacé à tout moment et de se retrouver sans emploi, ou de faire un emploi qui est peut-être régi par notre agresseur, mais il faut qu'on le fasse parce qu'on doit avoir nos heures pour l'intermittence qui est comme le chômage. Donc voilà, il y a cette précarité qui rentre énormément en compte. Le deuxième point, c'est l'emprise psychologique avec abus sous couvert de développement artistique fondé sur l'humiliation et la maltraitance. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret d'un témoignage que j'ai pu avoir où une élève se sentait vraiment pas en mesure de faire une scène. Elle était très timide et la professeure, pour la mettre à l'aise, lui a forcé à imiter, de faire une fellation. Voilà, pour lui dire si tu ne fais pas ça, tu ne seras capable de rien. Et pour surmonter sa timidité, c'est vrai que ça aide beaucoup d'imiter ce genre de choses pour surmonter sa timidité. Voilà. Donc vraiment, il y a une emprise psychologique avec de l'humiliation et de la maltraitance. On en vient toujours, même en 2024, au droit de cuissage, avec une pression sexuelle pouvant aller jusqu'au viol pour avancer dans la carrière. Avec, par exemple, on passe un casting et le directeur de casting nous dit ce serait bien qu'on boive un petit coup ensuite, j'aimerais bien faire un peu plus connaissance en me passant la main sur la cuisse pour aller encore plus loin. Voilà. Le quatrième point, confusion des limites. On est dans un milieu où la proximité physique est constante et il y a l'absence de consentement. Le personnel et le professionnel est souvent mélangé. On a un grand manquement de cadre à cet endroit-là, ce qui crée des abus, puisqu'il n'y a pas de limite. Et le cinquième point, c'est ce qu'on était en train de dire, c'est la liberté d'agissement en toute impunité. C'est un système ancestral qui se reproduit de génération en génération. Les jeunes artistes qui subissent ce système sans avoir été entendus ou réparés vont le reproduire lorsqu'ils seront en position d'autorité. Tout ce système donne le sentiment aux professionnels du secteur, du coup, de s'entourer d'alliés et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en toute impunité. Et donc ça, c'est les 5 points pour moi qui sont les spécificités des violences dans ce milieu. Il y a évidemment aussi l'omerta, dont on parle beaucoup, où il y a, du coup, dans l'omerta, ça englobe la peur de représailles dans le milieu professionnel, du coup, avec des risques d'exclusion, la précarité, les relations de pouvoir, la normalisation de comportements abusifs, l'isolement des victimes, comme on venait de le dire, et le sentiment de honte, la peur des réactions publiques et du harcèlement en ligne, et un manque de soutien juridique et organisationnel qui freine les victimes à parler. J'aimerais donner un exemple très, très précis. Finalement, une toute petite partie de mon histoire, je ne vais pas rentrer dans un détail, dans un grand détail, mais quand j'ai subi le viol que j'ai subi,
j'étais en situation d'extrême précarité puisque je sortais d'école de journalisme, je cherchais des missions, ce qu'on appelle dans le journalisme des piges, ce qui est encore moins avantageux que, si je puis me permettre, que le régime de l'intermittence, parce qu'il n'y a même pas un nombre d'heures, il n'y a même pas de système de chômage avec un nombre de piges. Le nombre de piges doit être assez important pour les journalistes avant d'accéder à... c'est le régime général, hein, avant d'accéder au chômage. Et donc le régime général, on le sait, maintenant c'est 6 mois, etc. Bref, je ne refais pas le disons. Moi, ce n'est pas très favorable pour moi, par exemple, ce qui s'est passé depuis quelques mois au niveau du chômage. Je n'ai plus le droit même. Donc les piges, pour revenir là-dessus, c'est un système où, au fond, on est très, très dépendant de l'employeur. Et moi, à l'époque, je cherchais des piges en radio. J'étais spécialisé en sortant de l'école de journalisme là-dessus. Et la personne qui était potentiellement... qui pouvait m'en donner des piges, c'est une personne que j'avais connue lors de mes études. Et cette personne, dans une province loin de Paris, m'a proposé de loger chez lui. Je n'ai vu aucune malice du tout, puisque c'était un collègue, un ancien prof. J'y suis allé. Il se trouve que je me suis fait enferrer donc dans un système d'emprise où il me logeait, donc dans son salon, hein, je précise, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il n'y avait aucune espèce d'attirance. Je ne connaissais pas sa vie. Mais un soir, il a attaqué. J'ai pour tout travaillé 3 jours en un mois et demi. 3 jours de pige en un mois et demi. Et je suis reparti de ce lieu aussi rapidement, finalement, presque que j'étais arrivé, avec mes cartons, dans l'autre sens. Mes parents m'ont vu revenir. Ils n'ont pas bien saisi pourquoi je revenais. J'ai dit, écoutez, en fait, j'ai pas assez de travail là-bas. C'est tout ce que j'ai pu dire, parce qu'en fait, j'étais dans une amnésie totale. Moi, j'ai vécu l'amnésie totale pendant 10 ans. Donc, du moment où ce gars m'a pris le bras, amnésie. Il a fait ce qu'il a fait, et ensuite, c'est en 2017 que tout revient à la faveur, évidemment, c'est un parcours, mais d'une psychothérapie, de séances d'hypnothérapie. Hein, c'est pas magique, mais ça peut fonctionner sur ce type de cas pour faire remonter des détails post-traumatiques. C'est mon cas, et je me suis reconstruit depuis, et ça va mieux. Mais je veux illustrer par là le fait que l'extrême précarité, de fait, moi, m'a poussé dans une situation de dépendance au niveau du logement, pour le coup, et dans cette grande entreprise d'audiovisuel public, je ne la citerai pas, mais vous l'avez repéré, eh bien, il subsiste un système aujourd'hui d'accueil, on va dire, des jeunes entrants et entrantes par des chefs, par des collègues. Alors, c'est sympa d'un point de vue humain. On est hébergé dans la chambre ou dans le canapé d'un collègue. Why not? Ça peut créer des situations de ce type. Je sais qu'il y a eu des modifications à certains endroits, qu'il y a une plus grande vigilance, malgré tout. Néanmoins, comme on est à l'Assemblée nationale, je pense que c'est important de citer cette entreprise de service public, d'audiovisuel public, importante en radio. Et j'en resterai là. Si vous voulez des détails, on pourra en parler par écrit. Rapidement, 3 choses pour répondre à la question. Les milieux de la culture et de l'audiovisuel, ce sont des milieux où le corps est engagé. Et ça compte beaucoup, je trouve, que l'on parle du théâtre, comme tu le faisais, Mélodie, que l'on parle du chant, où nous, on a des témoignages de profs très connus qui se disent qu'il faut masser les pieds de leurs élèves parce que comme ça, elles se tiendront mieux quand elles feront du violoncelle ou du chant. Puis on passe très, très vite des pieds à autre chose. Le corps est engagé, donc l'ego est engagé aussi. Moi qui suis journaliste en télévision, et animatrice en télévision depuis 25 ans, on a des égos complètement surdimensionnés. Ça, c'est la première chose, c'est le corps. Je vais très très vite, mais il y a la victime aussi, comme Florent, quand moi j'ai été agressée par PPDA dans son bureau de TF1, qui est la seule fois de ma vie où je suis allée à TF1.
je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. À partir du moment où il a éteint la lumière, fermé la porte, je me souviens de la partie agression sexuelle, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Donc j'ai porté plainte pour agression sexuelle, et alors là, ça ne revient pas. Pourtant, je pense avoir les épaules pour l'entendre, mais ça ne revient pas. Et ça, souvent, on ne donne pas crédit aux victimes. Une femme qui se fait voler son sac à main, on ne va jamais lui demander « Vous êtes sûre, madame? Comment étiez-vous habillée, madame ?» Elle a volé son sac à main, elle porte plainte, qu'y avait-il dans le sac à main, etc. Une femme qui dénonce un viol, une agression sexuelle, du harcèlement, c'est elle qu'on va mettre sur le grill, c'est elle qu'on va envoyer chez un psy. Notre droit français est fait comme ça, et c'est très dur pour les victimes. J'imagine que vous avez plein de témoignages dans ce sens-là aussi. Et donc ça, déjà, c'est très difficile. Et en plus, il y a la loi. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui me crispe beaucoup en ce moment, c'est que tous les médias ou les institutions culturelles s'appuient sur le droit pénal pour dire « nous, on attend que justice se passe, en attendant présomption d'innocence ». Et on passe notre temps à MeToo-Média à dire « il y a le droit du travail, la présomption d'innocence n'existe pas dans le droit du travail, vous êtes censé suspendre ce monsieur qui fait plein d'audience sur une chaîne avec un 6, vous êtes censé protéger et les personnes qui travaillent avec cette personne, et les stagiaires, et les invités, et vous ne le faites pas ». Et comment on peut... Et je vous pose la question, comment on peut former toutes ces entreprises? Alors, MeToo-Média donne des formations, mais autant vous dire qu'on ne va pas suffire. Comment on peut former ces entreprises à leur dire « Arrêtez de vous appuyer sur le droit pénal, il y a aussi un droit du travail. Et ce droit du travail vous oblige maintenant, et pas dans 3, 4, 5 ans, peut-être s'il y a un procès où la personne ne sera pas... blanchi, alors ça pareil, c'est ce mot qu'on a un peu en horreur parce que c'est compliqué. Voilà, il faut que les entreprises, on les force, je ne sais pas comment, et c'est peut-être aux législateurs de trouver, qu'on les force à prendre leurs responsabilités déjà sur le droit du travail, qui est un droit un peu plus immédiat, on va dire.